Alors moi c'est Grips et aujourd'hui on va parler d'un petit sujet. C'est la suite de Rétro Laser. What we're gonna do right here is go back, way back into time. Je vous ai commencé en noir et blanc et en 9/16e. Et tant pis, c'est toujours du 9/16e. Faut l'assumer. Pour l'instant, je n'ai pas les moyens. Ce n'est pas ma faute. Enfin, concrètement, c'est pas la faute. Et ce petit bouquin là, on va commencer par le Club d'eau. Le Club Dorothée. Et on va commencer par une mise au point. Vous voulez que je vous la lise? C'est parti. 30 ans du Club Dorothée. Hommage mérité ou réécriture de l'histoire. Mise au point avec Alex Pilote. Enfin, Pilot. Pas de E à la fin. Depuis quelques mois, les médias et les réseaux sociaux se sont littéralement enflammés pour célébrer l'émission culte des années 80 et 90. Le Club Dorothée. Les hommages se sont succédés et une immense vague de nostalgie s'est emparée des anciens gamins que nous étions alors, élevés au rythme de ce programme qui remportait alors un succès historique. À en croire les médias et les nostalgiques, le Club d'eau était l'émission qui avait permis l'engouement actuel pour la pop culture japonaise. On devait tellement à ce programme jeunesse. Selon eux, sans Club d'eau, pas de dessin animé japonais en France. Et donc, par extension, il est fort probable que le manga n'aurait jamais atteint nos frontières. Corollaire. L'intérêt que porte notre jeunesse nationale pour un pays comme le Japon n'aurait jamais été aussi fort. Mais au-delà de la nostalgie et des bons souvenirs, de mercredi passé devant sa télé avec un verre de banga à la main pour regarder, du matin jusqu'à la fin de l'après-midi, des séries aussi prestigieuses que les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball Z, Nicky Larson, Juliette Je t'aime et autres Ken le survivant, ces hommages sont-ils sincèrement mérités? À cette simple question, la réponse semblait évidente. Et pourtant, certaines personnes tentent d'apporter un peu de nuance et estiment qu'il est dans l'intérêt de tous de rétablir certaines vérités. Et si le Club d'eau avait au contraire été la pire chose qui soit arrivée à l'animation japonaise? Alex Pilot, quadragénaire célèbre pour avoir été le précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui les web-séries, avec ses Sentai Bitoman dans les années 90 et autres France 5 années 2000, mais également pour avoir fondé en 2007 la chaîne Nippophile No Life, nous met en garde contre les excès de la nostalgie qui nous font réécrire la véritable histoire. Donc là, je passe à l'interview. Entre Florent Georges et Alex Pilot, qui est commenté juste après cette introduction. On est à 30 ans du Club Dorothée. Il y a 7 pages. Donc pour l'instant, je les ai lus, je suis bien content du contenu. On va voir ça, ce que ça donne. Florent Georges. J'ai tellement l'habitude qu'il y a un E-O-R, alors que c'est gorge. C'est pas Florent Georges, c'est Florent Gorge. Veuillez m'excuser. Florent Gorge contre Alex Pilot. Parce qu'il n'y a pas d'air. Ah, puisque les traductions françaises, on va en parler justement, vous allez voir. Alex, tu es donc de ceux qui considèrent que les hommages récents et bienveillants concernant le Club Dorothée ne sont pas justifiés. Alex Pilot. Effectivement, comme tu viens de le dire, je trouve que le Club Dorothée jouit d'une image et d'une bienveillance qui ne sont pas méritées. Je peux comprendre cette vague, car c'est un sentiment humain. Les jeunes qui ont vu le Club Dorothée à l'époque ont évidemment un souvenir embelli de leur enfance et se souviennent de bons moments passés devant la télé.
Ce n'était pas ton cas? Pour ma part, je suis d'une génération qui était déjà âgée quand le club d'eau passait. Mes amis et moi, qui étions amoureux de séries d'animation japonaises, avions déjà entre 15 et 18 ans alors que la moyenne de spectateurs se situait plutôt entre 6 et 12 ans. On avait donc déjà un peu plus de recul pour voir l'état dans lequel ces séries passaient. Et franchement, ce n'était pas joli à voir. Il était évident que les plus jeunes regardaient et adoraient ces séries sans se poser de questions ou même s'imaginer que ces séries étaient massacrées. Que reproches-tu finalement à cette émission? Alors déjà, l'émission en elle-même, elle était quand même très débile. Je ne trouve pas vraiment d'autres mots. Il y avait un chameau qui parlait, des tartes à la crème. Le niveau n'était pas très élevé. Mais bon, pour se consoler, on dira que ça faisait visiblement rire les enfants. Et c'est sûrement le principal. Et pour nous qui étions ados, c'était autre chose. C'était quand même la honte d'avouer qu'on regardait cette émission. Mais on n'avait pas le choix. Pour voir ces séries qui nous plaisaient, il fallait se taper tout l'emballage gnangnan. Que veux-tu dire quand tu accuses le club d'eau d'avoir massacré les séries? Les séries d'animation japonaises étaient évidemment la seule raison pour laquelle je regardais le club d'eau. L'animation japonaise était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Mais de ce côté-là, c'était encore pire que les blagues foireuses des animateurs. Je pense que beaucoup de gens qui nous lisent le savent déjà, mais les séries qui étaient diffusées à cette époque ont été largement charcutées, censurées, modifiées. Dorothée s'en vantait même sur la chaîne. Nous avons des psychologues qui regardent ces séries avant. Et nous coupons tous les passages qui posent problème. Qu'une émission de jeunesse veille à ce qu'il n'y ait rien de choquant dans les contenus qu'elle diffuse, est-ce blâmable? Bonne question. Ne nous trompons pas de combat. C'est une censure qui est arrivée suite aux nombreuses critiques que le club Dorothée et TF1 recevait. On leur reprochait d'y diffuser trop de violence, et donc ils voulaient montrer qu'ils ne traitaient pas le problème à la légère. Le problème est plus complexe que ça. Il fallait tout simplement choisir et diffuser des séries plus adaptées à leur public très jeune, évidemment. D'accord, mais alors imaginons qu'il t'ait pris au mot et stoppé la diffusion de Ken le Survivant, Dragon Ball Z et autres Senseiya. Des séries effectivement conçues pour les ados. Par exemple, pour la remplacer par Doraemon et d'autres séries vraiment pour enfants. Est-ce que ça n'aurait pas été encore plus frustrant de ne plus rien avoir du tout? Pourquoi croire que ça aurait fait disparaître ces séries de nos écrans? Le club d'eau ratissait beaucoup trop large, et c'est ce qui explique son audience incroyable. Mais on ne peut pas proposer le même contenu à des enfants de 6 ans et à des ados de 16. Je pense qu'il y avait sûrement la possibilité de trouver un créneau plus approprié pour diffuser ces séries. Par exemple, à un moment, Antenne 2 avait créé une émission qui s'appelait Giga, qui s'adressait aux ados, avec des feuilletons se passant dans des collèges ou des lycées. Il était donc possible de faire un club d'eau pour les petits et de trouver un autre petit créneau à destination des plus grands. Ils auraient ainsi pu diffuser des séries qui posaient problème auprès d'un public jeune. La chaîne et l'émission auraient ainsi pu proposer ces œuvres en les respectant. Mais est-ce propre au club Dorothée? Le problème de mélanger le public ne venait-il pas de différences culturelles? Au Japon, il y a des dessins animés pour tous les publics, même pour adultes avertis, et là-bas c'est déjà admis. Tandis que chez nous, le dessin animé a toujours été considéré pour les enfants. Il y a sûrement de ça, mais la télé française n'a pas toujours massacré les œuvres comme le faisait le Club d'eau. Je prends l'exemple. Avant le Club d'eau, au début des années 80, il y avait une émission appelée Récréa 2. C'est là que des séries comme Cobra, qui ne s'adressaient pas vraiment aux tout petits, ont été diffusées dans leur intégralité sans censure. Et ça ne posait problème à personne. Quand tu parles de massacre, tu penses notamment à la censure qui réduisait parfois de moitié certains épisodes, au point de provoquer des faux raccords totalement absurdes. Mais vois-tu d'autres effets nocifs du club d'eau? Par exemple, à chaque fois qu'il y a un hommage,
au Club d'eau dans les réseaux sociaux, il y avait toujours quelqu'un pour ressortir un de ces fameux extraits de doublage exagérément débiles de City Hunter, Nicky Larson ou de Hokuto no Ken, Ken le survivant. La majorité des gens regardaient ça en se disant « Ah, c'était le bon vieux temps !» Mais moi, ça me rendait fou. Le doublage est le deuxième aspect négatif de cette époque Club d'eau. En plus des coupes, il y a eu d'énormes changements dans les dialogues, dans l'ambiance. Les méchants dans ces deux séries étaient tournés en ridicule. Ces séries n'étaient pas prises au sérieux, étaient considérées comme des sous-produits. Rendre les méchants comiques et non plus menaçants n'était-ce pas une façon de dédramatiser la violence? Un peu comme dans Tom et Jerry ou bien les dessins animés américains dans lesquels les méchants sont toujours un peu idiots. Mais on n'a pas le droit de faire ça. De quel droit peut-on changer une œuvre de la sorte, quel que soit le prétexte? Il y avait même Philippe Auguste, un des doubleurs de l'époque, qui expliquait dans une interview qu'il était fier d'avoir totalement changé les œuvres à son compte. Il disait quelque chose du genre « C'était tellement horrible qu'heureusement nous étions là pour sauver la série ». Il avait une vision complètement biaisée de ce qu'étaient ces séries. Elles étaient peut-être horribles pour un petit de 5 ans, mais le problème reste que la chaîne n'a jamais compris que c'était du contenu pour les ados. Et pour moi et mes amis, ce qui était horrible, c'est qu'on les dénature en les rendant débiles. Les comédiens pensaient être dans les bons droits en faisant du doublage pour enfants alors qu'en réalité, c'est des séries pour un public bien plus mature. Peut-être, mais ils outrepassaient leurs droits. Un comédien de doublage, il est là pour respecter le texte qui a été écrit par les scénaristes et l'interpréter selon la direction du réalisateur. Là, la vision de ces artistes n'est pas du tout réappliquée. Ce sont les comédiens eux-mêmes qui se sont dit « Allez, on va déconner, vas-y Filou, sors une blague. » C'est pas du tout ce qu'on nous a demandé de jouer, mais on s'en fout. Qu'est-ce qu'on se marre? Ces séries étaient donc accusées de tous les maux, alors qu'elles étaient en réalité victimes d'erreurs de programmation de la chaîne et de la production. Exactement. Mais le pire, c'est que pour le Club Dorothée, on tolère aujourd'hui avec bienveillance ce qui serait aujourd'hui inimaginable. De nos jours, personne ne tolérait qu'une série sur Netflix ou ailleurs soit traitée de la même façon avec des dialogues totalement réécrits, des comédiens de doublage qui changent eux-mêmes la personnalité des rôles qu'ils sont censés interpréter. Inimaginable, non? Et pourtant, c'est ce qui est passé sur une tonne de séries japonaises et tout le monde a l'air de trouver ça normal. Quel manque de respect et de considération. C'est vrai qu'aujourd'hui, le public tolère difficilement les écarts par rapport à l'œuvre originale. Un grand nombre ont même carrément du mal avec simplement les voix en français. Oui, et c'est une réaction assez naturelle. Parce qu'il est de toute façon impossible de retranscrire à 100% une œuvre d'origine quand elle est traduite. Tu connais d'ailleurs l'expression « traduire, c'est trahir », non? On perd toujours quelque chose dans le processus de la traduction et de l'adaptation. Mais à l'époque du Club d'eau, on était bien au-delà du simple écart de traduction. Je pense qu'ils considéraient ça, pour parler clairement, comme de la merde. Pour eux, ces séries ne valaient rien et ne méritaient aucun égard particulier. Ils ne les comprenaient pas, et donc ils se permettaient de les traiter comme tels. Ils en faisaient ce qu'ils voulaient, au plus grand mépris des artistes d'origine. Le voile de la nostalgie ne devrait pas nous cacher cela. Même si je sais bien que ce n'est pas l'avis de tout le monde, il y en a qui trouvent que les adaptations françaises sont géniales. Mais ce n'est pas mon avis. Donc tu ne comprends pas cette vénération des fans pour Maurice Sarfati et consorts qui faisaient des blagues et utilisaient des jeux de mots humoristiques pendant les scènes de combat pourtant dramatiques. Je peux comprendre qu'on aime sa voix ou que ça fasse rigoler. Mais quand on connaît l'œuvre d'origine, on devrait s'en offusquer. Maurice Sarfati était un très bon comédien, et certainement un monsieur très respectable. Mais on a le droit de critiquer son travail, et en l'occurrence, je trouve que c'était du très mauvais travail. Tu disais tout à l'heure que l'animation japonaise n'a pas toujours subi ce genre de traitement en France, du moins avant le Club Dorothée. Tout à fait. Par exemple,
Goldorak était extrêmement bien adapté. Les comédiens de doublage sont excellents et les textes sont remarquables. Même des séries comme Sansui Kai, par exemple, sont très bien traduites. Je peux citer l'adaptation de Lady Oscar aussi, de grande qualité. En fait, pendant les années 70 et jusqu'à la moitié des années 80, les séries japonaises étaient traitées de façon professionnelle par les comédiens et les directeurs de plateau. Quand bien même ils n'auraient pas aimé Goldorak, ça ne s'entendait pas, ça ne se voyait pas. Ils respectaient l'œuvre d'origine. Qu'est-ce qui explique cette anarchie dans le milieu des années 80, d'après toi? Je n'ai pas mené d'enquête particulière sur le sujet, mais d'après ce que j'ai pu lire, le Club Dorothée a eu un énorme volume de séries à traiter dans des délais très courts. Ils avaient tellement de temps d'antenne à gérer, parfois plusieurs heures par jour pendant les vacances, qu'ils achetaient des droits au Japon à tour de bras. Un climat et une précipitation qui sembleraient être le déclencheur de cette baisse brutale de qualité. On entend souvent que c'est aussi grâce au Club Dorothée que le dessin animé japonais s'est démocratisé en France. Mais d'après toi, ce n'est pas tout à fait vrai? Pareil, on a tendance à réécrire l'histoire avec cette vague des 30 ans du Club Dorothée. Parce que déjà, il y a beaucoup de personnes qui confondent le Récréa 2 et le Club Dorothée. Ils ont l'impression que le Club Do a toujours été là, et a fait venir toutes les séries qu'ils ont aimées, y compris Goldorak, Candy et d'autres, alors que c'était sur Récréa 2, une période antérieure. Et ça n'était pas du tout les mêmes producteurs, qui étaient du service public. Alors que AB Productions, donc TF1, c'était du privé. Mais comme c'était Dorothée qui présentait les deux émissions, il y a cette confusion qui demeure, et les gens voient ça comme une continuité. Et la 5, par exemple, de très nombreuses séries ont été diffusées sur cette chaîne. Le traitement qu'on leur réservait était-il meilleur qu'au Globe d'eau selon toi? La 5 est aussi la preuve que le Club d'eau n'est pas la seule émission à avoir été très fortement démocratisé le dessin animé japonais. Les émissions qui diffusaient les séries japonaises sur la 5 n'étaient pas parfaites non plus. Mais la production choisissait bien ces séries avant de les diffuser à n'importe qui. Il y avait des séries sportives et des science-fiction. Robotech, Nadia, mais aussi Olive et Tom, Jeanne et Serge, etc. Et là, il n'y avait pas de séries violentes et inadaptées pour un public de 6-12 ans. Donc, je trouve que le choix de programmation était cohérent et respectueux des œuvres d'origine, car les séries s'adressaient clairement à la jeunesse. Ils ne se sont pas retrouvés avec des séries pour ados qu'il fallait charcuter en vitesse pour l'adapter aux plus petits, et éviter ainsi les polémiques ou les sanctions. Donc il y avait beaucoup moins de coupes, même s'il y en avait aussi. La 5 est donc aussi la preuve, selon toi, qu'il n'était pas nécessaire de fouler du pied des œuvres artistiques pour les diffuser à la télé. C'était effectivement mieux que le Club d'eau, oui. Par contre, les génériques étaient complètement tartes aussi. Même s'ils restaient moins débiles que ceux catastrophiques d'AB Productions. Sinon, les doublages étaient corrects et plus fidèles. Ils diffusaient aussi beaucoup d'animés de la Nippon Animation comme Flo et les Robinson Suisses ou Princesse Sarah. Donc pour moi, oui, le niveau était quand même meilleur sur la 5 et le Club Dorothée n'était pas la seule émission à proposer des séries d'animation japonaises. J'imagine que de toute façon, ce n'était pas Dorothée qui choisissait les séries dans ses émissions, mais les producteurs d'AB. Ils ne faisaient qu'animer entre les dessins animés et les annoncer lorsqu'ils étaient l'heure de les diffuser. Alors, d'après ce que j'ai compris, elle avait quand même un peu son mot à dire. Donc, quelque part, peut-on malgré tout dire que c'est elle qui a amené et a fait découvrir certaines séries au public français? Dragon Ball, Sailor Moon, etc. Peut-être qu'elle a choisi quelques-unes, mais sans aucune considération artistique. On a déjà parlé du massacre de la censure et du doublage. Mais il reste encore d'autres aspects critiquables qui prouvent le profond irrespect pour ces œuvres. Cette volonté de franciser toujours plus les séries
avec Kyoko qui devient Juliette et Godai qui devient Hugo. On comprend que ces séries n'étaient pas choisies parce que Dorothée ou Abbé leur trouvaient des qualités, mais parce que c'était pas cher et que ça allait faire de l'audience. Il n'y avait pas de respect, et encore moins de fierté d'avoir trouvé une perle rare, tu vois. C'était plutôt, bon, on prend cette série, ça remplira la grille de programmation. On va peut-être se faire critiquer pour certains trucs donc on va les couper, et on va transformer les noms japonais en noms français pour dissimuler leur origine. On va gommer les noms des auteurs originaux des génériques. D'ailleurs, les génériques, on va les remplacer par une chanson bien bébête écrite en n'ayant regardé que le premier épisode. Ce qui nous permettra au passage de vendre nos disques derrière et de toucher les droits SACEM à chaque diffusion. Pour moi, c'est cette mentalité qui transparaît en regardant les séries version Club Do. Effectivement, tu as un point de vue radicalement différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans la bouche des nostalgiques de cette époque. Oui, enfin, je ne suis pas le seul à penser cela, heureusement. Non, c'est sûr. Mais il est vrai que les réfractaires au Club Do, on ne les entend pas beaucoup. Quand on entend les gens en parler, c'est plutôt pour souligner le bon vieux temps où les séries animées japonaises étaient omniprésentes à la télé. Mais si on croit tes réactions, sous couvert de nostalgie, on a tendance à déformer la réalité. La nostalgie, c'est une chose, et il est compréhensible de conserver de très bons souvenirs des moments passés à regarder le Club Do. Moi-même, j'en ai. Le Club Do, ça me rappelle une certaine période de ma vie avec émotion. Mais le problème, c'est que ce sentiment a tendance à se transformer en quelque chose de sacré pour les gens d'aujourd'hui. Touche pas à mon Club Do. C'est mon enfance et ma jeunesse, pas question d'interdire du mal. Mais il n'y a pas de raison. Quel que soit le travail qui a été fait, il peut être soumis à la critique. Et pour le coup, le Club Do mérite vraiment qu'on se penche sur son cas, sur l'angle de la critique. Bref, être nostalgique est une chose, mais réécrire l'histoire en est une autre. Tu nous parlais de la localisation des noms de personnages à l'instant. Aujourd'hui, pour le public amateur de séries internationales que nous sommes devenus, ce serait impensable, non? Exactement. Transformer les noms des personnages japonais pour les franciser aujourd'hui, personne ne l'accepterait. Si Naruto s'appelait Bernard, tout le monde trouverait ça ridicule. À l'époque, c'était accepté. Les enfants de l'époque ne pouvaient pas remarquer le côté absurde de la chose, mais ils ont grandi. Et s'ils peuvent être nostalgiques de cette époque, il ne faut pas qu'ils restent aveuglés par ces nostalgies et comprendre que des œuvres ont été massacrées. Cette volonté de franciser tous les noms, il faut bien comprendre que ça part d'une volonté de maquiller ces séries. C'est-à-dire faire le maximum pour qu'elles n'aient pas l'air japonaises afin d'éviter les critiques. Étant donné que l'animation japonaise et le Japon avaient à l'époque une très mauvaise presse. C'était donc du maquillage bas de gamme, avec les noms franchouillards, mais aussi les inscriptions japonaises et les kanji qui apparaissent à l'écran, masqués par de misérables aplats de couleurs sur lesquels était écrit un titre erroné. Et tout ce qui s'apparentait aux traditions japonaises et au folklore était gommé. On ne mange pas du sushi ou du ramen, mais de la ratatouille, etc. Encore une fois, c'était un manque total de respect envers l'œuvre originale qui serait impensable de nos jours. Aujourd'hui, les spectateurs ont davantage conscience de l'œuvre qu'ils regardent. Ils savent que Naruto, ça vient du Japon, alors que ça n'était pas le cas à l'époque. Les enfants, on ne leur disait pas que leur dessin animé était japonais, et on essayait même de le leur cacher. Ne peut-on pas dire aussi que les Japonais ont été trop laxistes en tolérance et dérives? Quand on connaît leur fierté vis-à-vis de leur propre culture et la rigidité avec laquelle ils gèrent leur contenu à l'international aujourd'hui, ça paraît impensable. Tu penses qu'ils pourraient tolérer qu'on traite leur œuvre de la même manière aujourd'hui? Non, effectivement. Toei a repris les choses en main depuis, et ils exigent des traductions correctes, ainsi que les noms respectés. Par exemple, dans One Piece, le personnage de Sanji dans la première traduction du manga s'appelait Sandy,
Mais là, Toei a exigé que son nom dans l'anime soit bien Sanji. À l'époque du Club Do, il n'y avait pas du tout ce contrôle-là. Il laissait faire et il faisait confiance. Il fournissait un script anglais qui était traduit en français. Mais ensuite, il n'y avait plus de surveillance. J'ai lu l'interview de Bruno René Huchez qui parlait de cela. Pour rappel, c'est le fondateur de d'IDDH, qui a fait venir en France la toute première vague d'animés japonais, dans le Bator, Goldorak, Candy Candy. C'est lui qui s'en est occupé. Et il disait quelque chose du genre: pour les Japonais, la France avait été un marché de niche. Ça leur permettait d'avoir un petit dollar de plus à la fin de l'année dans leur compte, et de venir en France jouer sur les terrains de golf. Mais par rapport à leur marché intérieur, on ne comptait pas. Et je suppose qu'à l'époque, les Japonais n'avaient pas conscience de la valeur culturelle de leur production. De toute façon, ils n'imaginaient peut-être pas qu'il était possible qu'on massacre à ce point leur œuvre. Et donc, ils n'estimaient pas nécessaire de les surveiller et de les protéger. J'imagine que l'annonce d'un nouveau livre live de Nicky Larson réalisé par un Français te fait un peu peur. Et effectivement, Philippe Lachaud, acteur-réalisateur comique, a récemment annoncé sur Twitter qu'il travaillait à une adaptation du cinéma de Nicky Larson, avec une photo du scénario qui portait le nom comme titre. C'est là qu'on voit que les saccages qui ont été commis à l'époque se répercutent encore aujourd'hui. La série s'appelle en réalité City Hunter, et le personnage a un nom japonais, Saiba Ryo. Donc, une adaptation respectueuse de l'œuvre d'origine ne devrait même pas comporter l'appellation Nicky Larson, nulle part. C'est un peu comme si Star Wars avait été appelé Baston Intersidéral. Au début, il avait gardé ce nom. Au début d'ailleurs, c'était la guerre des étoiles. Et c'est rapidement redevenu Star Wars, partout dans le monde. Voilà. Et ce titre ridicule Nicky Larson est pour moi caractéristique de ce manque de respect et de ce je m'en foutisme qui perdure depuis ces années-là. Sans vouloir jouer les devins ou faire des procès d'intention, au regard des premiers indices, on peut donc s'attendre à une adaptation du City Hunter, mais au travers du prisme du Club Do. Il est d'ailleurs clairement stipulé sur son Twitter qu'il s'adressait aux fans de la génération Club Dorothée. Moi, ça me fait peur. Pourtant, Philippe Lachaud a aussi visiblement vu poindre la polémique et il s'est empressé d'assurer que c'était dans le plus grand respect de l'œuvre originale et avec l'accord de Hojo Tsukasa. Je sais, oui, mais je me méfie de ce genre de déclaration. Les droits ont été négociés et c'était dans les règles de l'art, donc Hojo Tsukasa a évidemment donné son accord. Mais le souci, c'est que Hojo n'a sûrement pas conscience de la façon dont son œuvre a été traitée à l'époque par le Club Do. Il n'a sûrement jamais vu la version française de City Hunter, et quand bien même il leur a visionné un épisode, il n'a pas pu comprendre ce que disaient les doubleurs en français, qui massacrent les textes et l'ambiance d'origine. Et donc il ne sait pas quelles sont les attentes de la génération Club Doro. Je ne suis pas loin de penser que les deux hommes se sont simplement rencontrés pour se saluer, et que cette simple rencontre est maintenant utilisée pour légitimer l'approbation sans faille de l'auteur sur le contenu présumé. Pour toutes les autres adaptations, dont cette année était catastrophique, ça s'était sûrement aussi passé comme ça. Bref, je préfère rester méfiant. Donc wait and see, comme on dit. Oui, wait and don't see. Ça sera en fonction des retours pour moi. Merci Alex. Je t'en prie. Alors, je vais pas vous mentir, ça a été une lecture assez chaude. 7 pages. Ça, c'est un sacré interview.
En réalité, il y a plus de pages chez les photos, mais je suis bien content. Pour ce première interview du Club Dorothée, entre Alex Pilot et Florent Gorge, et pas Georges, Florent Gorge et donc l'intervieweur, et Alex Pilot, l'interviewé. J'en ai mal à la gorge, c'est pas évident, mais je suis plutôt content du contenu. Il est vrai que ça a bien remis les choses en place. On va pas se dire, le Club d'eau, je suis pas né dedans, je connais pas, je connais que du nom. JDG en a beaucoup parlé. Apparemment, d'après ce que j'ai fini par comprendre en lisant l'article, que lui aussi a fait quelques embrouilles, on va pas se mentir. Mais c'est un bon article. Après, interviewer quelqu'un, faut avoir les questions, quoi. Après, du feeling et tout ça, mais là, on est sur du haut de gamme. Après, je n'ai pas lu le reste. J'ai pas lu les articles normaux qui n'ont pas d'interview. Comme Goldorak qui n'a pas tardé à arriver. Je suis plutôt content du résultat. Alors moi, j'espère que ma lecture vous a plu. Et ce n'est que le début. Peut-être que j'ai à m'améliorer, à mieux articuler, à mieux ambiancer, à mieux moduler, à mieux présenter. C'était pas évident du tout. Peut-être faire des pauses plus longues en fonction des lecteurs, parce que pour savoir qui parle, je suis sincèrement désolé. Donc moi je vous dis bye et à l'année prochaine. Non, on se rigole, pas l'année prochaine. Moi ce que j'espère c'est reprendre régulièrement, parce que c'était pas vraiment évident. J'ai eu des soucis techniques dans ma vie. Donc moi ma philosophie c'est toutes les techniques avancées découlent des mécaniques de base. Et comme vous avez pu le voir sur mon site web, que je vous mets en lien là. Et je vous dis, mon site web aussi, il est génial. Ça fait plusieurs années que je travaille dessus. Ça avance petit à petit, les articles arrivent petit à petit. C'est pas facile, c'est pas évident. Mais moi je vous dis, franchement, allez-y, allez voir un tour. Il y aura peut-être des mises en place du PDF ou de choses sur des bouquins. On est là à se demander qu'est-ce que ça vaut. Pour l'instant, pour un Lucky Book, c'est une bonne interview. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Et quand j'aurai un meilleur décor, il y aura plus son blanc. Enfin, peut-être. On verra bien. En tout cas, merci pour votre écoute. J'espère que j'ai bien lu. Faites-les-moi savoir en commentaire, que ce soit constructif et non pas de la démolition pure et simple. Franchement, vous avez quel âge dans ce cas-là? Mais pour ceux qui en suivent et aimé, vous êtes géniaux. Vous pouvez très bien écouter ça en casque, pas besoin de me regarder tout le temps. Et moi, sur ce, je vous dis bye. À la prochaine. C'était Grips. Like some bird,